Je suis Laurent Lefebvre, donc je suis membre de l'organisation de Quai des Bulles. Je suis aussi auteur de bande dessinée. Et aujourd'hui, donc, on va vous montrer un film qui s'appelle Monsieur Tendre. Et c'est aussi le titre d'un album de bande dessinée qui a été fait par ce monsieur, Gégé, alias Gérard Cousseau. Ben, je vous demande de l'applaudir. Alors, il faut savoir quelques petites choses. C'est que déjà que Gérard est auteur de bande dessinée depuis presque 50 ans, en fait. Non, 40 ans, c'était Monsieur Tendre. Donc, si c'est presque 7-8 ans avant à Spirou, presque 50. On verra si vous avez tous l'air aussi vaillant dans 50 ans. Et Monsieur Tendre, comme son nom l'indique, est un drôle de petit personnage timide, solitaire. Je vous en dis pas trop parce que le film qui dure 22 minutes, qui a été réalisé en 83 par Christian Léjalé, qui est un réalisateur rennais. Voilà, beaucoup de choses vont être dites. Ça parle du personnage. À travers le personnage, ça parle de création. Et vous allez voir ce monsieur, il y a 40 ans, qui avait déjà des propos que je trouve, moi, d'une maturité assez dingue. Et puis, ce moment sera suivi d'échanges, de questions. N'hésitez pas. Il n'y a jamais de mauvaises questions. Il y a des fois des réponses idiotes, mais les questions sont toujours légitimes. Et puis, si on a le temps, j'ai une petite archive sonore de radio aussi à vous diffuser qui dure 3 minutes. On verra si on a le temps. C'est issu du tribunal des flagrants délires. Alors, ça parlera aux plus anciens. C'était sur France Inter avec un certain Pierre Desproges, Louis Rego, Claude Villers, etc. Où Gégé était invité en parallèle d'une émission qui était consacrée à Albert Uderzo. Astérix, donc, évidemment. À savoir aussi que la diffusion de ce film accompagne la réédition de Monsieur Tendre. L'album existe enfin à nouveau et est disponible en avant-première à Quai des Bulles. Donc depuis ce matin, l'album, on peut le trouver sur le stand Comics Initiative. C'est en A11, l'autre côté, là au Quai Saint-Malo, là où il y a tous les éditeurs. Gégé va y passer tout le week-end de ci, de là. Et dernière chose, il y a une exposition de panneaux Monsieur Tendre qui est visible là où il y a la Maison du Québec. Donc c'est sur l'Intramuros, c'est là où il y a la statue de Surcouf, en fait, si ça vous parle. C'est l'angle d'Intramuros qui est face à la piscine, au Petit B, Grand B. Donc si vous avez envie à un moment d'échapper à la foule et de déambuler et de rêvasser un petit peu en regardant des cases géantes de Monsieur Tendre, eh bien c'est fait pour. Voilà. Donc je vous souhaite un bon film et puis je vous dis à tout à l'heure.
psychologiquement, je suis persuadé qu'au départ, le personnage est complètement défini à partir du moment où on a une idée ou des sensations par rapport à ce qu'on veut faire avec lui, mais il est défini inconsciemment. C'est presque une psychanalyse finalement de faire de la création. Tu remontes à travers toi-même et puis tu découvres ta psychologie, ta propre psychologie, mais aussi celle du personnage. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui s'invente au jour le jour, c'est plutôt quelque chose qui se découvre au jour le jour, petit à petit, et qui se complète. Je donne des choses au personnage, mais lui m'en donne aussi. Et puis c'est un peu malgré moi, et puis c'est aussi malgré lui que tout ça, ça se construit. Peut-être qu'il me livre progressivement des choses parce qu'il me connaît mieux, et puis peut-être que moi je lui donne ou je lui offre de plus en plus de possibilités parce que je le connais mieux aussi. Quand tu as trouvé un personnage, effectivement, comme un musicien, un peu, tu fais tes gammes et tu l'animes sur une feuille. Tu essayes de le faire courir, de le faire s'asseoir. Il faut à tout prix que tu aies tous les mots possibles avec ce personnage-là. On peut définir un personnage graphiquement et puis s'apercevoir après que c'est emmerdant pour l'animer. Si je ne veux pas lui donner un côté singe, je suis obligé de garder un des canons du réalisme, du dessin réaliste, c'est-à-dire de lui faire arriver le bas des mains à mi-cuisse. Bon. Mais admets que je veuille lui faire enlever son chapeau. Mais je peux pas. Je peux pas parce que la main ne va pas au-dessus de la tête. Donc à la limite, il ne peut pas enlever son chapeau. Ça, c'est un sacré problème. Il ne peut pas, par exemple, se gratter au-dessus de la tête. Alors c'est pour ça que si je le fais, je vais être obligé de le cadrer très serré pour qu'on ne se rende pas compte que le bras est déformé. Alors, t'imagines aussi tous les problèmes que ça peut présenter quand tu veux placer ce personnage-là à côté d'un autre. Il ne faut pas qu'il ait l'air ridicule. Or, le truc que j'ai trouvé, c'est de les construire tous de la même façon, c'est-à-dire de faire la tête dans une boule aussi, pareil. Mais j'étais obligé, si tu veux, de dessiner des femmes, des petits gros, des baraqués, des enfants, parce qu'à la limite, tu places un enfant à côté de Monsieur Tendre, il a la même hauteur. Il a la même hauteur. Mais il ne faut pas qu'on ait l'impression, donc graphiquement ça se prépare, il ne faut pas qu'on ait l'impression, dans un plan où on voit Monsieur Tendre à côté d'un enfant, que Monsieur Tendre est un nain. Donc, quand tu crées un personnage, tu ne crées pas que le personnage, tu crées tout ce qui l'entoure, qui fait aussi partie de toute façon du personnage. Bon, au départ, il y a d'abord l'idée de base. L'idée de base, c'est pas la trame, hein, c'est simplement une idée, une sensation, bon, un truc qu'on a ressenti, je sais pas, ou à la limite un fait divers qu'on a lu dans un journal, qui fait que on a envie de traduire quelque chose. Alors, moi, en général, j'écris ça sur un papier. Et puis, à un moment donné, alors ça peut être la semaine qui suit, ça peut être un mois plus tard, ça peut être 2 mois plus tard, je retrouve cette idée-là et je m'aperçois qu'elle a fait du chemin. Et j'arrive à une trame. Alors, cette trame-là, je ne l'écris pas. Je ne l'écris pas avec des mots, je ne l'écris pas avec des phrases, je l'écris avec des images, directement. Au moment où j'ai envie de le réaliser, et ça encore, j'attends le moment où j'ai précisément l'envie de réaliser et de travailler ce genre d'ambiance-là, je viens définir
combien de pages ça va faire en fonction du nombre d'images et du rythme que je veux imposer à l'histoire. Bon, et une fois que ça c'est fait, je viens placer avec un gros feutre noir ou avec un crayon noir, un crayon de papier, les noirs dans la page tout de suite. Et ce sont sur des formes, ce sont vraiment un circuit noir que je viens installer là-dedans. Et là, je dis, c'est fini. Il n'y a plus qu'à réaliser. Je rejoins le personnage tout à fait, je le joue, je crois, quand je le dessine. Et alors, souvent, le moment où finalement on peut jouer un personnage à fond, c'est la nuit. Alors, je travaille la nuit. J'ai choisi la nuit parce que ça me semble convenir parfaitement à son... Ça semble lui de coller à sa peau et en plus, lui-même doit aimer la nuit, si tu veux, et le soir. Donc, c'est un moment où il a le sentiment d'exister, véritablement, ce moment-là. Le vrai Monsieur Tendre, c'est pas celui qu'on voit, c'est son ombre. Et finalement, toi, le fait d'aimer la nuit, je sais pas si tu as eu déjà cette impression-là aussi, mais il y a ton ombre qui est énorme, qui grandit. Donc tu as l'impression d'être beaucoup plus grand. Le personnage, il est fait, c'est simple, de deux sphères. Le nez et la tête. C'est un visage lunaire et sa petite moustache... d'ailleurs, c'est marrant, la petite moustache, elle est venue malgré moi. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais fait une ombre portée sous le nez. Je me suis dit, tiens, c'est une moustache. En plus, bon, bah, il a une petite calvitie, belle même d'ailleurs. Il la couvre quand même, sa calvitie, avec son petit chapeau. D'ailleurs, ça représente tout Monsieur Tendre, ça. Il se cache, il essaye de se cacher, mais il n'y arrive pas. Il a un parapluie, c'est pareil, c'est pour se protéger. Il cherche à se protéger partout où il est, quoi. Et dis donc, c'est vrai, c'est un personnage compliqué. Quand j'avais créé le personnage, j'ai cherché un nom. J'ai cherché, mais alors vraiment pendant longtemps. Alors j'ai essayé de lui donner un prénom et puis un nom. Et puis j'avais marqué Tendre quelque part, parce que tu essayes toujours de résumer le personnage. Alors tu te dis, bon, c'est un personnage, c'est un bon. Il est sympa avec les autres, il est tout ça, puis tu arrives à Tendre. Puis Tendre, je trouvais que ça sonnait bien. Je dis, pourquoi pas l'appeler Monsieur Tendre? Son nom, on ne le connaît pas. On ne le connaîtra jamais, d'ailleurs. Lui-même, d'ailleurs, doit l'avoir oublié. Peut-être que les gens, si tu veux, parmi ses voisins ou dans son escalier, l'appellent Monsieur Tendre. D'ailleurs, il l'appelle Monsieur Tendre, effectivement. Je viens de penser à ça. Moi, je crois qu'en fait, les petits trucs comme ça, de tous les jours, sur lesquels on a presque fait une croix, qu'on raye, qu'on met de côté, qu'on met au garage, sont les choses les plus déterminantes dans la vie d'un individu. J'ai senti le besoin de faire un personnage qui navigue dans cet univers-là. Je suis sûr que tout le monde, au moins dans une journée, a vécu un tout petit truc de bien.
pas, ne serait-ce qu'un échange, un sourire avec quelqu'un ou n'importe quoi. Je veux dire, d'arriver en l'espace de quelques secondes à une petite chose de bien. Alors si on accorde beaucoup d'importance au temps, bah oui, mais alors attention, je me suis fait chier pendant 23 heures et 50 minutes, et puis j'ai pris mon pied pendant 5 minutes. Bon. Alors que lui, il va plutôt être du genre, à tellement donner d'importance, si tu veux, aux 5 petites minutes, que bon, bah, il fait un bilan, je pense, à la fin de chaque journée qui est positif, finalement, peut-être. Donc c'est un personnage philosophe. Monsieur Tendre est un personnage philosophe. C'est un grand philosophe, peut-être. C'est un personnage qu'on a envie de protéger, comme un gamin, comme un grand gamin. Et puis je l'aime bien, quoi, quand même, lui particulièrement. Je l'aime bien, autrement je ne l'aurais pas fait. Il doit retourner de temps en temps dans sa famille, enfin voir sa mère. Il doit retourner la voir. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de sentiments tendres, tu vois, entre sa mère et lui. Il est resté enfant. Et peut-être qu'il cherche justement chez la femme le côté maternel, plus que le côté féminin, enfin, sexuel. C'est marrant parce que je pense, j'ai l'impression que donc il a vécu avec sa mère, qu'il n'a pas connu son père. Et moi, je me souviens, ayant vécu la même chose, en plus j'avais une sœur, donc c'est possible qu'il ait eu une sœur lui aussi. J'avais une sœur et je vivais donc avec deux femmes. Et c'est incroyable comment on peut toucher donc de près tous les jours la tendresse quand tu vis avec deux femmes. Mais ça devient oppressant. Ça devient oppressant. Et moi, j'ai réagi par rapport à ça, me débattais en fait. Et je pense que lui, il se débattait pas. Lui, s'est enlisé dans la tendresse et dans l'amour de sa mère et peut-être de sa sœur. Donc, Monsieur Tendre, c'est peut-être l'adulte que je serais devenu si je n'avais pas réagi quand j'étais enfant. Il y a des gens qui disent, bah alors c'est ta vie que tu racontes. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des atmosphères qui m'appartiennent que je raconte, en fait. Monsieur Tendre, c'est mon univers intérieur, mais c'est pas mon personnage. Heureusement. Est-ce qu'il reçoit, par exemple, des amis? Est-ce qu'il a des amis? Je me suis posé la question aussi. Je sais pas. Je sais pas s'il a des amis. Là, si je lui donne pas d'amis, je suis vraiment dégueulasse avec lui. Enfin, il doit en avoir, mais de là à les recevoir, il doit avoir peur de recevoir parce que peur de décevoir, finalement. En fait, il ne doit pas recevoir. Ou pour lui, recevoir, justement, comme il ne le fait pas, c'est ça. Ça ne peut pas se faire sans déployer tout un tas d'artifices. C'est pour ça que quand il reçoit, par exemple, la poupée gonflable chez lui, il sort quand même des verres à pied, il met des chandelles, parce que c'est une image reçue pour lui, c'est une idée reçue qu'on est resté là. Toi. Pour lui, quand on reçoit, il faut sortir tout ça. Alors qu'on peut très bien recevoir... Il faudrait que je lui dise un jour quand même pour qu'il soit au courant. On peut recevoir maintenant, aujourd'hui, tu vois, avec peu de choses. Tout personnage qui existe est imprécis. Je crois qu'on n'arrive jamais à découvrir un personnage complètement, et on a commencé par soi. Donc
le fait de rendre un personnage imprécis, c'est le rendre encore plus réel, le personnage, encore plus vrai. Tu sais, tel jour, on a telle opinion, telle chose, et puis un an après, peut-être qu'on raisonne un peu différemment et qu'on apporte quelque chose de supplémentaire, et peut-être même qu'on vire presque totalement d'opinion. La création, c'est finalement toujours ça ne reste toujours qu'une vulgarisation de ta profonde pensée. Tu n'as jamais dit ce que tu avais envie de dire exactement comme tu as voulu le dire. Ça aussi, c'est une douleur affective. Ce qui te fait continuer, c'est ça, c'est de vouloir affiner encore plus ta pensée, finalement, ce que tu as envie d'exprimer. Au départ, quand même, on parle tous de la même chose, de toute façon. Et puis souvent, on redit les mêmes choses, mais différemment. Je pense que tout ce qu'on peut exprimer, même par rapport à la violence, même par rapport à la guerre, même par rapport à la faim dans le monde, tous ces sentiments ont été exprimés depuis toujours par l'être humain. Donc il y a une façon de les redire avec des éléments nouveaux et puis adaptés à l'époque. Et puis on a toujours l'impression peut-être de les redire un tout petit peu mieux. C'est peut-être ça la grosse prétention de chaque auteur. Monsieur Tendre, lui, bon, bah, à la limite, il pourrait mourir, je sais pas. Pourquoi pas. C'est un personnage que je vois, donc je décris, que je connais bien, peut-être. À la limite, je parle avec lui, peut-être. Mais je peux déménager. Et on ne verra plus, on ne s'écrirait plus, quoi. Ça peut revenir à ça, la mort d'un personnage. C'est pas vraiment une mort, puisque il y a toujours, c'est comme la vraie mort d'ailleurs, il y a toujours le souvenir. La mort n'existerait qu'à partir du moment où le souvenir disparaîtrait totalement. On existe toujours par les traces qu'on laisse derrière. C'est pour ça que les hommes procréent. Alors, Monsieur Tendre aimerait bien finalement avoir des enfants, sans doute, derrière lui. Il a peut-être le sentiment par moment, lui, qu'il va réellement mourir. Alors, finalement, je lui rends un grand service, parce que si je parle de lui, il va avoir un tas d'enfants. Je suis un bienfaiteur. Tout le monde recherche profondément à rester après. C'est une façon de ne pas mourir, en fait. Je crois. Donc la démarche créée, c'est ça, c'est laisser un enfant à soi tout seul, qu'on maîtrise bien. Enfin, qu'on maîtrise bien, qu'on essaye de bien maîtriser. Il y a un blanc, là. Peut-être tu veux prendre la parole, dire quelques mots. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ça là, et puis aussi dans un contexte. J'ai été marqué, moi, à la vision par les séquences de bord de mer, et là on est à Saint-Malo. Et je ne sais pas si tu as comme moi ce tempérament un peu mélancolique, mais ça me parle encore plus du fait de le voir là, en grand écran, au bord de la mer. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ça là ? Un peu comme tu dis les choses, sauf que moi la première chose que je demanderais, c'est d'avoir la même gueule qu'il y a 40 ans, quoi. Mais effectivement, tu parles de mélancolie, c'est vrai, quoi. Mais on a tous, je crois, une part de mélancolie, mais ce personnage-là en particulier. Maintenant, de le voir, c'est vrai que ça me fait drôle à chaque fois. Je l'ai revisionné il y a un mois, non, pour toi.
mais je ne l'avais pas vu pendant 40 ans. Donc, à le revoir, je me suis dit, finalement, je redis les mêmes choses aujourd'hui. Je pense que mon raisonnement n'a pas changé, quoi, voilà. N'a pas été modifié. Je pourrais en rajouter. Tu avais à peine 30 ans, hein. Oui, c'est ça, c'est en 83. Oui, c'est ça, donc tu as créé Monsieur Tendre, tu avais 26 ans. Et c'est marrant parce que la thématique que tu as, moi, ça me frappe. Enfin, je ne sais pas comment. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Moi, je voulais que ce film soit projeté le jour où il y avait les scolaires. Alors, je ne sais pas comment vous recevez ça aujourd'hui, les jeunes, parce que je pense que vous avez le même écart avec moi que moi avec Gérard. Donc, et il y a une mélancolie qui n'est pas habituelle aujourd'hui. On ne voit pas beaucoup d'œuvres comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez trouvée lente, longue, ennuyeuse. Moi, elle me perturbe parce qu'elle dit quelque chose à l'enfant qui est au fond de moi, qui avait des moments de tristesse, de solitude. Ça me parle beaucoup et ça parle au créateur. Souvent, quand on parle de création, on va un peu arrêter le discours à l'aspect technique. C'est-à-dire, on va vous dire, il y a des crayonnés, on fait l'ancrage, on tire des traits, on met des dialogues. Et il y a un côté très technique, comme une sorte de plan Ikea. Et moi, ce qui me touche énormément dedans, c'est que j'ai l'impression que ça, c'est le talent de Christian Lejallet aussi, d'avoir réussi à te faire sortir beaucoup de choses. Il y a la musique qui joue un rôle vraiment particulièrement évident. C'est une même mélodie qui, suivant des moments un petit peu effrayants, avec l'araignée, un peu mélancolique, etc., c'est un même thème qui va revenir avec d'autres instruments. Et je trouve que tout ça enrobe parfaitement une sensation un peu mélancolique, pas trop, j'espère quand même. Hein. Le but, c'est pas de vous plomber le moral, mais je trouve que c'est admirablement mené et qu'aujourd'hui, c'est pas des cordes sur lesquelles on joue beaucoup. C'est-à-dire de fouiller l'intériorité, l'intime de chacun, l'universel même. Et c'est ce que ce film réussit, tout en parlant de création, mais vraiment de comment, à partir d'un filet à papillons qu'on n'a même pas, on essaie d'attraper des idées dans l'air, de les fixer, et qu'en les fixant, on dit quelque chose de nous-mêmes. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce film-là. Tu dis bien les choses. Le cinéaste, il faut savoir que le cinéaste m'a interviewé d'abord pendant plusieurs jours, et je crois qu'il avait pas loin de 30 heures d'enregistrement. Mais souvent, quand on est interviewé, on répète les mêmes choses un peu différemment, quoi. Et lui, c'est ça son travail qu'il a réussi, comme je suis d'accord avec toi, pour déjà faire le tri dans ces trentaine d'heures, pour en faire à l'arrivée 15 minutes. Il faut vraiment sortir la moelle du sujet, quoi. Et ça, moi, je l'ai découvert après coup. Je ne suis pas responsable de ce film. Je le regarde comme un spectateur, en fait. Et comme un spectateur, je me dis, je suis d'accord avec ce type, ce qu'il est en train de raconter, mais je ne m'écoute pas, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est assez surréaliste un peu, mais on se redécouvre dans l'enregistrement qu'on a de ce qu'on nous a demandé, quoi. Donc c'est... Alors la mer, effectivement, la mer, bah oui, pourquoi la mer, MER, la mer MERE, c'est déterminant dans sa vie, à ce type-là. Je crois que quand on crée un personnage, il y a un moment donné où on sent que c'est le moment précis pour qu'il existe tout seul. C'est-à-dire, alors, Franquin m'avait dit, Franquin c'est le créateur de Gaston Lagaffe, m'avait dit une fois, Gaston a besoin d'un vêtement de pluie et d'hiver. Bah, je lui ai filé un cabic breton, mais c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui. Et je crois que c'est ce moment-là précis où le personnage devient entier et nous échappe. Ça fait que même parfois dans les dédicaces, quand on voit des gens qui nous apportent un livre à signer, ils nous parlent du livre parce qu'ils l'ont aimé, ils racontent des choses de ce livre, que tout d'un coup on se dit mais où est-ce qu'il a trouvé ça comme histoire? C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai raconté. En fait si, mais ça a été interprété à chacun. Donc il y a une œuvre, quelle qu'elle soit, musicale ou graphique ou ce qu'on veut, échappe toujours à son créateur. Si elle n'échappe pas, c'est de la prison d'abord, c'est déjà malsain je trouve, mais ce personnage doit prendre vie. Il prend vie tout seul. Et il existe tout seul après coup. Il devait y avoir 2 autres albums. Moi, j'avais prévu 3 sur les découpages de Monsieur Tendre. Mais à l'époque où je sortais ça, donc il y a 40 ans, la BD,
la BD où on raconte simplement un combat contre une araignée, ça faisait rire les éditeurs, quoi. Hein. On va pas toucher les gens avec une connerie pareille. Chez Marvel, on a fait 80 ans de succès d'un type qui se bat contre une araignée. Comment? Non, je dis, avec Spider-Man, on a réussi à le faire pendant 80 ans. Eh ben, oui, mais là, c'était normal. Oui. Voilà. Donc, je ne sais plus où je disais, mais ce que je disais, mais... Que c'était pas l'époque, les années 80, Oui. qui était celle des muscles, en fait, de la virilité de Schwarzenegger, de Stallone, de Rambo 8. Et c'était la virilité américaine triomphante. Donc l'idée de... En fait, c'est aussi un moment où il faut savoir que quand on propose un projet, on le propose à un éditeur. L'éditeur a une part de lui qui dialogue avec un commercial, qui va dire est-ce qu'il y a un potentiel de retour sur investissement? En clair, est-ce qu'on va gagner notre vie avec ça? Et je pense que Monsieur Tendre est arrivé, même s'il y avait d'autres œuvres, il y avait William Scheller, Alain Souchon, des gens comme ça qui mettaient en avant la tendresse et une autre forme de virilité qui est peut-être beaucoup plus en accord à ce que vous, aujourd'hui, vous vivez avec des thématiques tout à fait bienvenues et importantes sur la place des femmes, l'inclusivité, tout ça, qui n'étaient pas du tout à la mode, qui n'étaient pas du tout des choses dans l'air du temps à l'époque où toi, tu faisais Monsieur Tendre, en fait, ce côté douté. De ne pas être sûr de soi. Tu passes ton temps à dire peut-être. Ouais. Chaque fois que tu dis quelque chose dans le film, tu dis je crois, peut-être, je ne sais pas. Et tu hésites beaucoup. Et créer, c'est avant tout chercher. Avant de trouver, c'est chercher. Si on trouve tout de suite, c'est qu'on n'a pas cherché assez. Ça veut dire que ce n'est pas original, ce n'est pas très personnel. Ça veut dire que d'autres ont eu les mêmes idées avant. Et c'est frappant, c'est de voir ce côté, tu cherches, en fait. Ouais. Et c'est ça qu'il a très bien filmé, à mon avis. Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est un bon cinéaste. Hein. Moi, j'ai fait plusieurs films après avec lui. Mais je reviens sur le coup du personnage. Effectivement, quand j'ai proposé... Alors, d'abord, c'est Franquin, encore une fois, Franquin, qui est un immense dessinateur de Gaston Lagaffe, qui avait vu Monsieur Tendre et qui m'avait dit il faut publier ça, à l'époque. Donc, déjà, j'étais à 20 cm au-dessus du sol quand il m'a dit ça. Logique, hein, je l'évitais. Enfin, je l'évitais pas lui, mais je l'évitais. Et donc, j'ai cherché à le faire. Personne n'en voulait, donc, comme tu disais. Et seul un éditeur de disques 33 tours, pour qui j'avais fait des pochettes, a dit on va le faire, ton bouquin, mais on a fait quoi, 2000 ou 3000 exemplaires, quoi. Et c'est resté là. Et moi, l'histoire de Monsieur Tendre devait durer 3 albums. Le deuxième est écrit, non réalisé, et il est resté dans les tuyaux, quoi, un peu. Et il ne peut plus maintenant aller plus loin. Finalement, il existe maintenant tout seul sur un album, quoi. Et ce qui m'a touché, c'est-à-dire quand toi tu es venu, parce que tu es quand même en grande partie responsable de cette opération, je n'étais pas d'accord au début. Et je crois qu'en fait, tu as, en amenant à rééditer Monsieur Tendre d'une façon plus traditionnelle et plus visible, je dirais, ça fait que même si j'en avais la volonté ou quoi que ce soit, je n'ai plus à écrire les deux autres. Je crois qu'on les écrit là, voilà. Il existe le temps d'un album. C'est ce que tu as fait dans le film, parce que tu parles de la mère, donc la maman. Tu parles de la création qui t'échappe comme toi. Tu dis toi-même, tu t'es débattu et tu as échappé peut-être à un moment au giron maternel, etc. Et il y a ton fils dedans. Donc le petit garçon qu'on voit dedans, oui. Alexandre Cousseau, oui. Qui est ton fils, qui lui aussi marche sur tes pas parce qu'il mène une jolie carrière d'écrivain jeunesse aussi. Donc c'est fou parce qu'on croit qu'on fait une histoire d'un personnage comme ça, mais comme tu dis à un moment, c'est le personnage qui nous fait. C'est une psychanalyse, c'est ce que tu dis au début. Ce qu'on couche sur papier, ça n'est pas que nous, mais c'est une part de nous qui sort. C'est des atmosphères, comme tu dis, des choses qui t'appartiennent, mais qui ne sont pas toi. Mais qui font partie de toi. Et qu'on fasse Monsieur Tendre ou Spider-Man ou autre chose, c'est jamais que ça, quelque part. Oui, alors juste une anecdote, parce que tu parles de mon fils, qui avait 10 ans à l'époque, qui joue mon rôle, enfin, entre guillemets, et il avait ce plan à faire où il va vers la mer là, avec ses bottes et puis un petit seau, je ne sais plus ce qu'il a à la main, enfin bref. Et j'en parlais avec lui ce week-end, et il me dit, j'étais mal parce on l'avait un peu oublié, en fait. Le plan était bon. On parlait avec le réalisateur, et lui se disait, mais il faut que j'avance toujours. Il avançait toujours, et là, il est rentré dans l'eau, quoi. Et on l'a heureusement aperçu pour le rappeler, pour lui dire, c'est fini, le plan, il serait peut-être allé dans l'eau. Il est à Jersey ce week-end, il nous attend. Il a marché très loin.
Est-ce que vous voulez peut-être maintenant poser des questions? Réagir? Ah, super, une main qui se lève. J'arrive avec le micro. Vous dites que Monsieur Tendre, il est un peu comme tout le monde, mais est-ce que ça correspond à Monsieur Tout le Monde? À Monsieur Tout le Monde? Oui. Alors, c'est une question d'expression, ça, parce que Monsieur Tout le Monde, ça veut dire terne, sans qualité précise. On dit Monsieur Tout le Monde, ce qui ressemble à tout le monde. Or, personne ne ressemble à tout le monde, dans la réalité. Je crois que c'est une question d'expression qui est mal placée. En tous les cas, si on dit Monsieur Tout le Monde, ça veut dire qu'il n'a pas plus d'intérêt que ça. Ça répond à ta question? Quelqu'un? Quel est votre parcours scolaire? Est-ce que vous avez fait des études particulières avant de faire l'illustration? J'ai fait maternelle deuxième année. Non, j'ai fait un parcours classique, puisqu'à cette époque, faire un métier de dessinateur, c'était quasiment voué à l'échec, puisqu'il y avait très peu de bouquins, très peu d'éditeurs. Et puis on disait, oh là là, si tu fais ce métier-là, c'est un métier pas sûr, et tes points de retraite, tout ça, machin, etc. Truc dont on parle beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, pourquoi on parle de ça? Il y a tellement de choses intéressantes à faire. Et donc, j'ai fait un bac de maths, un bac C. Puis après, je suis rentré dans une école d'ingénieur pour devenir ingénieur en électronique. J'ai eu mon diplôme, mais je ne l'ai jamais utilisé. C'est-à-dire que je l'avais au cas où. Mais c'était comme ça qu'on raisonnait à l'époque. Mais je n'avais pas du tout l'intention de travailler là-dedans. Ça m'emmerdait d'ailleurs profondément. Mais je dirais, puisque je vois des jeunes, là, je donne des cours de cinéma dans une école, donc j'ai l'habitude de travailler avec des jeunes. Pensez pour vous qu'il y a un boulevard devant vous. Et les choses, ils sont à changer, parce que c'est le bordel en ce moment, rien ne marche, voilà, on le sait bien. Qui va rénover tout ça et faire quelque chose de bien? C'est vous. Et c'est pas nous. Donc allez tout droit dans vos pensées, dans vos désirs, dans vos projets. Beau programme. Votez-vous. Qui? Réaction? Question. Ah, Laurent, puisqu'on se connaît. Merci Laurent. Est-ce qu'on peut espérer une suite maintenant, puisqu'il y a la réédition de Monsieur Tendre, et donc vous aviez laissé supposer qu'il y avait une deuxième et une troisième histoire. Est-ce qu'on peut espérer que ça va se poursuivre là? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que le fait de remettre Monsieur Tendre sur le tapis, pour moi, c'est le boucler, quoi. Et j'ai essayé plusieurs fois de le reprendre depuis 40 ans, évidemment. 3 fois, j'ai essayé. À chaque fois, j'ai un échec d'éditeur. Et je crois maintenant que c'est plus le temps. Pourquoi? Parce que moi-même, je ressens mon trait qui est différent, la façon d'ancrer. Et je ne suis pas sûr que je serais capable de rejoindre à la perfection ce que je voudrais dans ces cas-là, quoi. Voilà la réponse. Merci. Vous pouvez passer. Ouais. Est-ce que vous écrivez encore des livres? Ah oui. Créer des bandes dessinées, des livres. Moi, je suis un touche-à-tout, un peu comme certains dans la profession. C'est-à-dire que je fais de la BD, je suis scénariste beaucoup aussi pour d'autres dessinateurs. Je travaille pour le cinéma en tant que storyboarder et scénariste. J'ai même une carte SACEM, puisque j'ai écrit quelques chansons qui ont vu le jour, 3 ou 4. Voilà. Je pense une chose, c'est que quand on a une idée, un projet de scénario, d'histoire, de contenu, de quoi que ce soit, on le réfléchit bien, et il y a un moment donné, on se dit, ça pourrait être une BD, mais ce serait mieux si c'était un film. Ou ça, cette idée-là, elle fonctionnerait mieux pour une chanson. Donc moi, je ne m'arrête pas, en fait. Tout ça sont des moyens d'expression, et la bande dessinée comme l'illustration. Mon fils, par exemple, il est simplement écrivain jeunesse. Il s'éclate là-dedans, c'est bien, mais parce que l'écriture contient beaucoup de choses, contient du non-dit. Quand on lit un livre, j'espère que vous lisez des livres,
il y a toujours un entre-ligne. Il y a des choses qui ne sont pas dites, mais qu'on devine par l'écriture. On appelle ça l'entre-ligne. Et donc ces entre-lignes-là ne peuvent pas nécessairement être au top si on les met en bande dessinée. On se dit, il vaut mieux faire une musique ou faire... vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour toi, non? Non. Oui, mais moi, je ne suis pas aussi divers que toi, en fait. Oui, mais on n'a pas le même âge. L'idée, c'est... Ouais, oui, mais même à ton... Enfin, voilà. Même à mon âge, tu avais fait beaucoup plus de choses. Mais l'idée, c'est d'abord, on est des raconteurs d'histoire. Voilà. Et le dessin, c'est jamais que le véhicule, le cheval, vous savez, comme le chat avec 12 pattes là, dans Totoro. C'est des véhicules qu'on trouve. Et le plus important, c'est d'avoir quelque chose à dire. Après, on va trouver finalement les techniques, le dessin. Moi, je suis persuadé que tout le monde peut dessiner. Ça donne des dessins différents, plus ou moins flamboyants, plus ou moins techniques. La preuve en est, il suffit d'aller de l'autre côté et de regarder la diversité des expos, des styles. Il y a 700 dessinateurs, dessinatrices présentes ce week-end. Il n'y a pas un qui dessine pareil. Et si c'était comme en maths, d'avoir juste la beauté d'un résultat ou l'exactitude, non, on est dans l'art, donc on est dans... Il y a autant de personnes qu'il y a de manières de raconter, de dire, et une fois qu'on en prend conscience, on trouve juste la forme adéquate. Oui, et puis je reprends une expression que tu dis, effectivement, on est des raconteurs d'histoire. Mais ce qui est intéressant dans ce terme de raconteur d'histoire, c'est que quand on est petit et qu'on raconte des conneries ou qu'on ment, on dit « arrête de raconter des histoires ». C'est une ambiguïté, ça, hein, un peu. Et finalement, raconter des histoires, c'est être un peu contre, hein, un peu, voilà, interdit. On est dans l'interdit. Enfin, moi, je me sens dans l'interdit. Pas vous? C'est Pierre Dubois qui m'avait dit il y a très longtemps, un bon conteur est un bon menteur. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Donc il faut... Alors, disons que transformer le mensonge qu'on fait à ses parents pour sortir d'embrouilles, de machin, baratiner, mytho, t'es mytho, comme dit mon fils. Mais moi, j'aime bien qu'on me mente correctement. Quand je lis du Tolkien et qu'on me dit qu'il y a des elfes, des hobbits, des machins, j'ai envie d'y croire. Donc pour ça, il faut que si on me dit qu'ils sont légers, qu'ils ne rentrent pas dans la neige, il faut que ça tienne. Leur langue doit être crédible, le monde doit être crédible, l'ensemble. Et si le mensonge est énorme, l'exigence autour de ce mensonge doit être à la hauteur du mensonge qu'on fait. Donc on rentre dans des mondes, c'est ce qu'on voyait dans le film. C'est pas juste créer un petit rond, un petit personnage. Il faut créer tout le monde qui va avec. Créer Monsieur Tendre, c'est définir le monde où il appartient et où il va être crédible à sa place. Donc c'est tout ça. Mais tout ça, c'est des procédés techniques qu'on a pour avant tout vous immerger dans une histoire, suspendre votre crédulité le temps d'un livre où vous redevenez un enfant, le temps d'un conte, le temps d'une chanson, le temps d'un album. Et finalement, tout ça, c'est le volet technique qu'on a autour, mais avec un cap, un but, c'est de vous faire oublier vos soucis, vos ennuis, vos galères, tout ça, et vous faire rêver, quoi. Enfin, je pense que c'est en ça que c'est un métier merveilleux, quoi. C'est exactement ça, ouais. Et comme tu disais, raconter des histoires, donc on raconte une histoire, mais on raconte toujours une autre histoire qui est dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est jamais le premier jet ou la première pensée qui est la bonne, enfin qui est le message réel. C'est la psychanalyse, un peu. Hein. C'est qu'on dit des choses pour ne pas dire les autres, mais tout en les disant. Et on a des choses à traduire, quoi, de cette façon-là. Je crois que c'est ça qui est complexe. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire exactement. On a tellement de trucs à dire là-dessus. C'est que ce travail-là est une question de rythme. Par exemple, quand on connaît un peu les deux disciplines, le cinéma, la bande dessinée, on se dit c'est pareil, le cinéma. Non. Rien qu'une chose, vous avez un cadre dans le cinéma, c'est le format de la pellicule, et qui d'un bout à l'autre sert de cadre à toutes les images le temps du film. La BD, on peut faire des images carrées, triangulaires, rondes, on peut varier les choses. Mais surtout, c'est qu'il y a une question de rythme. Ce qu'il faut, c'est garder un rythme pour maintenir le lecteur malgré lui. On le force à lire. Alors au cinéma, c'est facile, puisque quand une image passe, elle est passée. On ne la revoit pas, on ne peut pas revenir en arrière, ou alors il faut revenir à la séance d'après. Tandis qu'en BD, on peut rester sur la page. Quand on regarde une case, on voit un ensemble au moins de 2 pages. Ça fait que la mise en page et la notion de rythme est complètement différente. Et c'est ça la grosse différence qu'il y a dans la BD et le cinéma. Et donc quand on le sait, que ces différences-là existent, eh bien on s'arrange pour que ça soit bien fait, le mieux possible. Il y a un bras là-bas là, qui se lève, c'est ça, non ? Il y a combien d'années d'études
Pour être BD, faire des BD. Pour faire la BD? Ouais. Ah ben moi, comme beaucoup de dessinateurs, on le sait peu, mais beaucoup sont complètement autodidactes. Moi, j'ai fait une demi-journée aux Beaux-Arts. Je suis allé voir comment c'était et j'ai fui. Et donc, moi, je crois que la meilleure façon d'apprendre, c'est de comprendre ce que des gens qui ont réussi à le faire, parce que plus anciens. Moi, j'ai copié des images de Uderzo qui faisait Astérix, parce que c'était un dessinateur parfait. Il avait une perfection dans son trait. Ça m'intriguait. Et donc, je copiais des pages, mais pas pour les copier, c'était pour les comprendre. Et il y a un moment donné, on comprend ce qu'il faut faire pour que ça marche, mais on n'est pas nécessairement capable de le faire aussi bien qu'Uderzo. Donc, le but d'Uderzo, ça devient le personnage qu'il faut atteindre à tout prix, et on n'y arrive pas. J'en parlais avec Tranchant. Vous avez une expo là, actuellement sur les profs qui a été faite. Eh bien, lui vient du même Uderzo. La seule chose, c'est que je lui disais là, on est de la même génération, on est né la même année. Il a travaillé pour Disney aussi. Je l'ai vu travailler Uderzo comme moi je le travaillais, sauf que lui est arrivé à un point que je n'ai jamais réussi à atteindre, moi. Donc ça fait plaisir d'avoir quelque chose, un objectif à atteindre, mais on sait bien qu'on ne l'obtient jamais. Parce que, déjà, quand on a un projet d'image, quelle qu'elle soit, on la fabrique dans sa tête, d'une part, mais si on veut la montrer à quelqu'un, non seulement il ne va pas voir ce qu'on a dans la tête, mais il va comprendre peut-être 70% de l'image, et il ne verra pas ce que nous, on avait imaginé, parce qu'on ne peut jamais être exactement avec la totalité de ce qui est désiré, voulu ou souhaité. C'est complexe un peu la bande dessinée ou le cinéma, mais c'est comme la peinture. Si vous voulez, un peintre, il ne fait pas une image, il construit des profondeurs, il construit des voies vers lesquelles on va aller, et ce n'est pas nécessairement les mêmes que lui. Lui a un objectif, c'est son objectif, et son objectif traduit permet aux autres de se glisser, d'essayer de se glisser dans cet objectif. Il n'y arrive pas, mais en tous les cas, il va trouver une voie qui est la sienne. Chacun peut trouver la voie. Donc, allez voir des toiles, des expos, parce que on comprend à ce moment-là qu'est-ce que c'est qu'une image. On comprend mieux ce que c'est qu'une image en cherchant ce qu'il y a dessous. Bien souvent, c'est ce qui est dessous qui est plus intéressant que ce qui est dessus. Modigliani, par exemple, repasser un coup de peinture sur les yeux de ces personnages. Et les yeux étaient restés dessinés sous la peinture, mais lui, il les enlevait. Pourquoi? Ça, c'est sa propre... Oui. J'ai vu un bras qui c'était pour se gratter l'aisselle ou... Je vois le temps qui tourne. Je me demande si il n'y a pas quelqu'un qui, dans le noir, me fait que c'est l'heure, je ne sais pas trop. On y est là? On peut continuer? Eh bien, on va continuer encore un petit peu. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on a le temps de passer cette archive-là? Est-ce que j'ai une petite archive radio que j'ai mentionnée? Eh bien, on y va alors. Ça dure 3 minutes 30. Ça date de 1983. C'est France Inter avec Pierre Desproges. Si vous ne connaissez pas les jeunes, je vous conseille de vous pencher dessus. Ça devrait vous apprendre 2-3 trucs. C'est parti. Alexandre Révérend et le rappellera tout à l'heure à la barre. Témoin suivant, huissier. Nous appelons à la barre GG. Messieurs, dames. C'est pas un magasin d'alimentation, monsieur. Vos noms, prénoms, âge et qualité. Alors, Gérard Cousseau, dit GG dans certains cas, et Paul-Louis dans d'autres. 29 ans. Oui, c'est ça, 29 ans. Vous notez ce nom, Uderzo? J'allais le dire justement, mais oui, mais bien sûr que je vous connais. Enfin, on s'est rencontrés juste avant. Un dessinateur de 29 ans. S'il vous plaît. Je sais pas. Il faudrait qu'il montre un dessin pour que je sache. Moi. Pas de flagornerie, s'il vous plaît. N'essayez pas de... Maître Rigaud, vous ne sentez pas un courant d'air dans le dos? Mais ça vous fait rire. Oui.
Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur Gégé, vous êtes ici parce qu'un de vos confrères, Monsieur Fournier, nous a téléphoné. Il nous a fait téléphoner, souvent, plus oui. exactement, à notre bureau, pour dire qu'il était scandaleux de décentraliser une émission et d'y faire participer un dessinateur parisien, puisqu'on était à Rennes. Et c'est pour ça qu'il vous a demandé de venir, vous qui êtes né dans le Poitou. Voilà. Absolument. C'est vrai, vous êtes né le 8 juin 1953 dans le Poitou. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Oui. Et j'en suis fier. Mais vous avez raison. Mais vous dans le pays comprenez du ce genre fromage. de discrimination? Ce qu'a dit M. Fournier, bon, bah, il l'a dit. Maintenant, moi, je parlerai plus en tant que région et non Bretagne, parce que je ne suis pas breton. Je dirais que le jour où les éditeurs sauront et admettront qu'il existe des écrivains, des dessinateurs et des auteurs en région qu'ils feront appel à eux pour les éditer, alors là, la décentralisation existera peut-être. Et Jacques Azéliaz, il est pas né place de la Concorde. Hein. Ça marche, hein. Je ne l'ai pas connu. Vous pensez, Nous n'avons pas le même âge. Monsieur Gégé, vous pensez qu'il y a besoin de mesures gouvernementales pour savoir si on a du talent ou si on n'en a pas? Absolument pas. Cela dit, nous qui sommes en région, réclamons le droit de rester en région et de faire un métier en région. Qui nous en empêche sont les supports. Bon, je vais parler de la bande dessinée. Il est évident que tous les supports se trouvent à Paris ou en Belgique. Alors moi, pendant longtemps, j'ai fait la route. Étant donné que le prix d'une planche de bande dessinée pour un débutant, c'est très peu payé. Combien? Ça varie entre 500 et 700 francs à peu près. Hein? Ça représente combien d'heures de travail? Il faut bien dire 3 jours de travail pour une planche de bande dessinée. Et ça varie, ça aussi, parce qu'il y a des gens qui vont passer 2 jours et des gens qui vont passer 1 semaine. Alors déjà, payer le voyage pour aller à Bruxelles, etc. Alors nous, en région, on s'est dit non, il faut qu'on existe. C'est pourquoi d'ailleurs on a créé un journal récemment, un journal de BD, un nouveau support qui s'appelle Frilouz. Frilouz, qui est très beau en plus. Voilà. Un très beau journal. Et qui se vend partout. Ah non. En général, quand une initiative vient de la région, si on fait appel à des sponsors, on n'est pas pris au sérieux. Alors nous, n'ayant pas d'argent et voulant créer un journal, on a fait appel à des sponsors. On a fait appel en particulier à un sponsor qui nous a fait croire beaucoup de choses. Malgré sa publicité, attisons l'État. Bon voilà, donc c'était un extrait qui a 39 ans maintenant. Et ce qui m'intéressait là, c'est que effectivement, Monsieur Tendre, je n'ai pas parlé du contexte de création. Tu avais fait des histoires déjà dans Spirou, dans les années 70. Bientôt, tu allais travailler, faire des milliers de pages de scénarios pour Picsou, le journal de Mickey. Mais dans l'entre-deux, il y a eu un moment où, un peu comme le mouvement folk en musique, où les créateurs de musique voulaient raconter des histoires au pays et qui se passent chez eux. Il y a eu Bob Dylan aux États-Unis, tout ça, qui voulait raconter quelque chose d'un peu différent et plus intime. Mais ce mouvement-là a essaimé et fait des petits un peu partout dans le monde qui ne voulaient pas copier Bob Dylan, qui se disaient il a raison de suivre son propre chemin et de raconter des histoires et travailler de là où il vit et parler de ce qu'il voit depuis sa fenêtre quasiment. Et c'est une époque où de jeunes auteurs, dessinateurs se sont réunis en se disant si on fait nos pages de BD qui sont payées l'équivalent de 80 €, je crois, pour 2-3 jours de boulot, hein, je transpose les francs, ta fourchette en euros, qu'il fallait aller en voiture, soit à Paris ou à Bruxelles, où il y avait les rédactions des journaux. Autant dire que c'était un boulot de passionné, mais qui nourrissait pas son homme, et qu'il fallait se réunir. Et ces jeunes dessinateurs qui ont fait le journal Frilouz, où donc est apparu pendant peut-être 2 ans, le temps qu'il y ait 8 numéros qui paraissent, et l'intégralité de l'album de Monsieur Tendre, quasiment, et ben ces jeunes dessinateurs se réunissaient aussi à Saint-Malo, et c'est comme ça, c'est un peu sur ces réunions-là que l'idée d'un festival, et donc Quai des Bulles aussi, est née. Donc quelque part, tout ça est lié. Oui, effectivement, le désir qu'on avait, c'était d'échapper au système. C'est un peu comme les dadaïstes à une époque. On voulait être maître de ce qu'on faisait et ne pas répondre à des besoins d'éditeurs.
Il n'y a rien de pire qu'un éditeur qui vous appelle et qui dit tiens, t'as vu machin, ils viennent de sortir un truc qui cartonne et qui vend beaucoup. Tu pourrais pas essayer de trouver un truc un peu comme ça mais différent. Voilà. Donc le désir, c'est d'être tout le temps avec le pognon, quoi. Et en réalité, nous, on avait besoin de faire ce qu'on désirait faire, ce qui était même incontournable. Il y a des choses, quand ça s'établit comme un projet, on ne peut plus le quitter. Enfin, moi, je sais que c'est toi aussi, sans doute, le projet est là, il faut aller au bout du projet. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas vraiment ce que ça coûte, mais ce que ça fait du bien. Après, le problème d'argent, bon, moi, quand j'allais au début à Paris vendre mes dessins, je prenais une fois le train et j'avais pas d'argent pour le retour, donc j'attendais de vendre un dessin ou deux et j'enjambais les squares et je dormais sur mon carton à dessin au pied d'un arbre pour pas qu'on me le pique. Mais on était comme ça, quoi. C'était notre façon de vivre. Hein, mais on se plaignait pas. On se plaignait pas parce qu'on avait choisi. C'est un choix. Vous-même avez certainement des rêves ou des papillons là, dans la tête pour certains projets. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Dites non à tout le reste et foncez dedans à grands pas. Je vous le conseille. Je crois que ça ressemble à une belle conclusion, ça. Foncez dans le tas, vous laissez pas arrêter, laissez à personne vous dire ce que vous avez le droit de faire ou pas, sauf si c'est illégal. Mais globalement, rien de grand ne s'est fait sans passion. Oui, tout à fait. Oui. Mais moi, en même temps, j'ai un âge maintenant où réellement je compte sur des gens comme vous, de votre âge, parce que c'est vous qui allez nous dépêtrer de ce système mal foutu qui est obsolète, qui ne marche plus. Donc ça ne sert à rien de vouloir le soutenir. Hein, quand on voit nos dernières élections, on n'a pas de quoi rêver, hein, si on peut dire. Donc réinventer le monde, c'est à vous de le faire, hein, c'est pas à nous. On est prêt à vous aider en tous les cas. Merci d'être venu, merci pour vos questions, votre attention et bon festival.